Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi matin. Israël annonce que Tsahal a récupéré les corps de 2 otages dans la région de Ran Younes, dans la bande de Gaza, au cours d'une opération spéciale. Il s'agit d'un couple originaire du kibboutz de Nir Oz. Pendant ce temps, les Gazaouis se préparent à célébrer l'Aïd el-Kébir dans la guerre. On apprend aussi à l'instant que 3 journalistes ont été tués dans l'enclave. On y reviendra dans le journal de 11h. Un jour sans fin aux États-Unis pour les étrangers. Donald Trump réutilise la recette de 2017 et interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 12 pays jusqu'à nouvel ordre, aux Afghans, aux Tchadiens, aux Congolais, aux Haïtiens, aux Iraniens ou encore aux Yéménites. Le président des États-Unis invoque la sécurité du territoire national. Dans l'Antiquité grecque, pour le bien-être de la cité, on expulsait régulièrement un individu auquel on faisait porter tous les mots MAUX, pensant que sans lui, le groupe irait mieux. Et si l'étranger était devenu le pharmacone de nos sociétés modernes, en écho à ce que vient de prendre comme décision Donald Trump aux États-Unis. C'est la question que se pose dans son dernier livre l'ancienne ministre française de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Et ce faisant, tente de contrecarrer nombre d'idées reçues sur les réfugiés, dont le poids supposé sur nos sociétés est régulièrement repris dans le débat politique, sans qu'on ne sache ni vraiment le mesurer, ce poids, ni en définir véritablement les contours. Najat Vallaud-Belkacem, merci d'être sur ce plateau pour en parler jusqu'à 10h45. Discussion à laquelle se joindra aussi dans un instant, je l'espère, Chirine Ardakani. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem et bienvenue sur ce plateau. Merci. Ancienne ministre entre autres de l'Éducation nationale ici en France, vous êtes la présidente de France Terre d'Asile et co-autrice de Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas, qui vient de sortir chez Stock, un livre coécrit avec Benjamin Michalet qui est économiste spécialiste des déplacements forcés. Avant de revenir à notre sujet, puisque vous êtes sur ce plateau et que vous êtes aussi une femme politique, une question politique si vous le voulez bien, l'actualité ici en France a été marquée toute la semaine par l'émotion et les questions après le meurtre d'un ressortissant tunisien samedi dans le Var. Le parquet national antiterroriste a pris les investigations en main car le suspect, auteur de vidéos racistes avant et après l'homicide, pourrait avoir commis ce meurtre avec une volonté de troubler l'ordre public par la terreur. Est-ce qu'on a sous-estimé ici en France la menace du terrorisme d'extrême droite ? Oui, on l'a sous-estimé, évidemment, comme on l'a sous-estimé dans un certain nombre de pays européens qui nous entourent, parce que je voyais des chiffres qui montrent à quel point il y a eu une croissance exponentielle des agressions de cette extrême droite, par exemple en Allemagne, et qui n'est pas prise en compte non plus dans le discours politique, dans les mesures adoptées. Et donc je crois qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui est absolument transparent aujourd'hui aux yeux de beaucoup de nos concitoyens qui le vivent extrêmement mal, qui vivent ça avec un sentiment d'injustice extrême. Et les pouvoirs publics, finalement, semblent assez indifférents ou ne pas prendre la mesure de ce que ça représente comme désagrégation de la société, que de donner le sentiment à une partie de cette société qu'elle ne compte pas vraiment et que les crimes qui sont commis à son encontre, finalement, c'est peu de choses. Donc la première fois de cet épisode que vous racontez, c'était il y a quelques semaines, lorsque dans le Gard, un musulman, en l'occurrence, avait été tué pour ce motif-là, et le ministre de l'Intérieur n'avait même pas pris la peine de se rendre sur place. Cette seconde fois, j'ose espérer que le gouvernement saura se montrer davantage à la hauteur. Bruno Retailleau qui est effectivement allé assez rapidement, notamment à l'ambassade de Tunisie ici en France. Bruno Retailleau qui est accusé par Olivier Faure, toujours premier secrétaire, en tout cas pour quelques heures, du Parti socialiste, peut-être ces jours d'élection aujourd'hui au parti. Il a accusé le ministre de l'Intérieur d'attiser, je cite, un racisme d'atmosphère. Qu'est-ce que cette critique vous évoque ? De manière générale, que ce soit les pouvoirs publics eux-mêmes, le ministre de l'Intérieur par un certain nombre de propos récemment tenus, ou surtout les acteurs du débat politique, et notamment l'extrême droite et une partie de la droite qui sort de plus en plus de l'arc républicain,
il y a évidemment une libération d'une parole qui est absolument insupportable et qui est très douloureuse pour beaucoup de nos concitoyens. Donc ce racisme ou cette islamophobie d'atmosphère, c'est difficile de les nier. Enfin, vraiment, il y a peu de partie de la population qui se sentent à ce point ciblés en permanence dans le discours et les polémiques publiques. Avec même ce sentiment, j'irai plus loin, que souvent, quand les responsables politiques sont démunis pour traiter des sujets structurels qui se posent à eux, par exemple l'absence de services publics ou la crise économique, etc., eh bien, pour détourner l'attention de leur impuissance, ils recourent systématiquement à ce nouveau ciblage d'une certaine catégorie de la population qui se trouve être, en effet, la population notamment musulmane. Et donc ça, si vous voulez, ça apparaît d'évidence aux yeux de beaucoup. Il va falloir vraiment prendre des mesures pour que ça s'arrête. Et voilà finalement qui nous ramène à notre sujet dont on s'est quelque part pas tant éloigné. Et je vous salue Shirin Ardakani, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour participer à cette discussion. Vous êtes avocate en droit pénal et en droit des étrangers, co-autrice par ailleurs des Iraniennes de 79 à 2024 aux éditions Antoinette Fouque. Autre sujet sur lequel on s'est déjà entretenu, vous et moi. Ce livre, donc, Najat Vallaud-Belkacem, qui s'appelle « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas ». Vous auriez pu aussi l'appeler les réfugiés, la grande confusion ? Oui, absolument. D'ailleurs, je suis là aussi pour proposer des titres. Merci beaucoup pour cette aide qui vient après coup. On a eu pas mal de discussions pour essayer de fixer le titre. Non, en fait, oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit, d'une grande confusion qui s'est installée dans le débat public et qui trouble complètement le regard qu'on porte sur la question de la migration dans son ensemble, puisqu'on mélange de plus en plus, allègrement, d'ailleurs on emploie le vocable « migrant », qui ne veut pas dire grand-chose. On mélange à la fois les gens qui viennent volontairement en France pour travailler, pour étudier, etc. et les gens qui sont des déplacés forcés et qui n'avaient pas pour projet particulier d'atterrir dans tel ou tel pays, qui avaient juste pour projet de fuir un risque imminent pour leur vie. Et donc, on mélange ça parce que dans la bouche des hostiles qui le font allègrement, ça permet de présenter des chiffres très importants et de dire « regardez comment on est submergé ». Généralement, on présente une image unique, celle justement des déplacés forcés sur des bateaux de fortune, sur le point de faire naufrage. Et les gens y croient. Ils se disent « oh, c'est vrai que c'est des chiffres importants ». Mais en fait, pas du tout. Il faut vraiment bien distinguer les deux. Qu'on est tenu d'accueillir au nom de la dignité, de l'humanité, et parce que, au fond, c'est dans notre intérêt aussi de se savoir protéger si un jour nous-mêmes devions fuir nous-mêmes. Et c'est inscrit dans notre Constitution. Et c'est inscrit dans notre Constitution, dans tous les textes internationaux que nous avons signés, etc. Ceux-là, les déplacés forcés, en fait, ils représentent une part assez minime, et surtout en France, où on n'est pas du tout, j'allais dire, envahi, loin de là, hein, quand on compare avec nos voisins européens, par exemple. Et les autres, les migrations volontaires, un État peut parfaitement les réguler en réalité. C'est ça qu'on ne dit pas. Et il les régule. Par exemple, je vais vous dire, les étudiants étrangers. Moi, je me souviens, quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, la France était au 4e niveau, enfin, c'était le 4e pays d'accueil des étudiants étrangers. Eh bien, ces dernières années, elle est passée du 4e au 6e. C'est-à-dire qu'elle a décidé, proportionnellement, d'en accueillir moins. Donc, c'est la preuve qu'on régule, en fait. Il n'y a pas cette non-maîtrise s'agissant de la migration volontaire. Donc, déjà, remettre les choses au clair là-dessus, ça peut aider les gens à mieux penser. Et ensuite, puisque c'est la figure du réfugié, du demandeur d'asile, celui que j'évoquais tout à l'heure comme ça, qui nous arrive complètement hagard, etc., épuisé, qui fait peur d'une certaine façon dans le débat public, nous avons décidé de concentrer notre livre là-dessus. Allez, reprenons. De quoi on parle en fait ? Alors précisément, de quoi on parle, Shirin Ardakani ? Faisons un peu de sémantique avant de revenir en détail sur les chiffres que vous évoquiez à l'instant. Un réfugié, un demandeur d'asile, un migrant, ce n'est pas la même chose ? Non, c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, il y a une confusion aujourd'hui qui est entretenue à dessein par ceux qui sont les partisans en fait d'une immigration dite zéro, qui est en réalité un fantasme. Alors, un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile, c'est un étranger qui va venir sur le territoire français trouver refuge parce qu'il fuit des persécutions et qui va solliciter une protection internationale de la part de la France. Et donc, ensuite, il y a un processus qui s'amorce. Sa demande va être examinée par l'OFPRA,
l'OFPRA, l'Office français des apatrides, en réalité, l'OFPRA, et ensuite il va être auditionné, il va devoir expliciter les raisons pour lesquelles en réalité il sollicite cette protection, et ensuite à l'issue les autorités vont statuer pour lui donner ou non la protection qu'il sollicite. Un migrant, en réalité, c'est ce que disait Madame la Ministre, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'un migrant, tout le monde potentiellement un jour est amené soit à quitter son pays ou par exemple les Français de l'étranger, il ne viendrait pas à l'idée de dire des expatriés qui se trouvent dans bien des endroits du monde qu'ils sont des migrants, et en réalité les étrangers, les demandeurs à des titres de séjour, eh bien, sont des personnes qui vont à un moment donné demander un droit au séjour ou au travail pour plein de raisons différentes, soit à raison de leur vie privée familiale, soit parce qu'ils sont étudiants, voilà, ou parce qu'ils sont salariés et qu'ils travaillent. Donc pour obtenir le statut de réfugié ici en France, il faut montrer qu'on a pris la route de l'exil en raison de persécutions qui sont liées à plusieurs sujets, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social. La Convention de Genève, tout à fait. Ou les opinions politiques. Exactement, qui fuit les persécutions et à raison, c'est-à-dire qu'il y a des craintes fondées de pouvoir justifier soit qu'il est persécuté dans son pays d'origine, qu'il ne peut pas y retourner à raison de ses opinions, son sexe aussi, son orientation sexuelle, ou des opinions qui lui sont imputées sans qu'il ne soit nécessairement d'ailleurs un militant politique. Encore faut-il pouvoir le justifier, mais c'est justement l'un des sujets que vous abordez. On va regarder les chiffres en images qui ont été compilés par Sophie Samaï et on en parle juste après. Ces images ont fait le tour du monde. Des embarcations de fortune s'échouant sur les côtes, des files d'attente interminables aux frontières européennes, des centres d'accueil grillagés. Le visage de la migration dans l'opinion publique. Et pourtant, ces réfugiés en quête d'une vie meilleure ne représentent qu'une infime partie de la migration dans l'Hexagone. Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile sont d'ailleurs des termes bien distincts. Selon la Convention de Genève, est considérée comme réfugiée toute personne qui fuit son pays à cause d'une guerre ou d'une persécution pour des motifs de race, d'opinion politique, d'appartenance à un groupe ethnique, de considération religieuse ou de sexe. Un départ forcé, par opposition à la migration volontaire, celle par exemple des étudiants ou des travailleurs. En 2024, environ 130 000 personnes ont demandé l'asile pour la première fois dans l'Hexagone, cette forme de protection internationale accordée par l'État. Un peu plus de la moitié seulement l'a finalement obtenue, une goutte d'eau sur les plus de 336 000 premiers titres de séjour délivrés la même année en France. Parmi ces demandeurs d'asile, des Ukrainiens, des Afghans, des Congolais qui cherchent à reconstruire leur vie en France et s'intégrer dans la société. Si les associations se mobilisent pour leur permettre de retrouver une vie sociale ou un emploi, leur parcours est souvent semé d'embûches. Selon l'INSEE, en 2019, un peu plus de 60% des hommes ayant obtenu un premier titre de séjour pour motif humanitaire ont déclaré occuper un emploi 1 an après leur arrivée, contre moins de 30% seulement des femmes. La France accueille toute la misère du monde. C'est une phrase qu'on entend régulièrement dans la bouche de certains responsables politiques plutôt à l'extrême droite de l'échiquier ici en France. La réalité des chiffres, Najat Vallaud-Belkacem, elle est différente. La première destination, faut-il le rappeler, des réfugiés dans le monde, ce n'est pas l'Europe, ce sont les pays en voie de développement. C'est très important de le comprendre, ça. Et votre sujet était très bien fait d'ailleurs sur ce sujet. Je crois que l'opinion publique ne l'a pas en tête. C'est ce à quoi sert ce livre. 85% des gens qui fuient leur pays pour ces questions qu'on a évoquées, les persécutions, les conflits intenses et même de plus en plus les turbulences climatiques. On y reviendra. Voilà, donc 85% des gens qui fuient leur pays, en réalité, soit restent. En fait, ils fuient une région de leur pays et ils restent dans une autre région de leur pays, soit ils restent dans les pays environnants, donc au sud du monde. Et c'est une toute petite partie, 25%, qui va aller plus loin. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre dans la tête d'un réfugié, d'un demandeur d'asile, et se demander, au fond, quelle serait sa préférence à lui. Et comprendre que si on lui pose la question, dans bien des cas, il préférerait rester près de chez lui.
il préférerait rester près de chez lui. Très peu ont vraiment envie d'entamer ce grand voyage qui les conduit par le désert libyen, par les tortures, par les détentions, par la mer Méditerranée, la possibilité d'y mourir. Non, ils préféraient rester près de chez eux quand ils fuyaient par exemple la Syrie pour pouvoir avoir la chance de revoir leurs proches ou d'aller pleurer leur mort, etc. Donc en fait, on a besoin sur cette question des déplacés forcés d'une coopération internationale pour permettre aux gens, quand ils le souhaitent, de pouvoir rester près de chez eux. Parce que ça signifie quoi ? Ça signifie évidemment aider les pays alentours. Par exemple, un Syrien qui fuirait la Syrie, qui atterrit au Liban ou en Jordanie, si la communauté internationale ne vient pas donner un coup de main économique, financier très important pour que dans ces pays voisins-là se crée par exemple ce qu'on évoque dans le livre des zones économiques spéciales où les réfugiés pourraient travailler, où des investissements seraient faits depuis l'étranger très importants, on aurait des avantages fiscaux très importants, etc. Et que ça serve y compris la population locale. Si vous n'avez pas ce genre de dispositif, d'abord ces pays, ils ne peuvent pas accueillir tout le monde pour le coup. Les réfugiés, ils ne sont pas non plus très bien traités et donc ils continuent leur route. Donc c'est pour ça que ce livre, il ne se contente pas de décrire l'existant, il essaye de pousser la réflexion un peu plus loin en disant anticipons, organisons et écoutons ce que nous disent les réfugiés. Shirin Ardakani, vous qui travaillez au quotidien avec ces réfugiés, c'est ce qu'ils vous disent qu'on ne prend jamais ou très rarement la route de l'exil forcé de gaieté de cœur ? Alors ils le disent, non seulement ils le disent, mais c'est toujours un arrachement. La question de l'exil, moi j'interviens beaucoup aux côtés des dissidentes et des dissidents politiques. Donc ce sont des gens qui ont tout donné pour leur pays, qui étaient investis, par exemple dans le cadre du mouvement Femmes, Vie, Liberté, donc des Iraniennes qui se sont massivement soulevées contre le régime d'apartheid de genre qu'elles subissent. Il y a beaucoup de femmes qui ont dû fuir ces mouvements en 2022, en 2023, en 2024, qui sont arrivées ici. C'était un arrachement de devoir laisser leur famille, de devoir laisser les combats inachevés aussi, parce que quand on est une militante, par exemple féministe, quand on est une journaliste, quand on est des enseignantes, parce qu'il y avait parmi ces personnes-là des enseignantes qu'elles ont tout laissé derrière elles, qu'elles arrivent ici, qu'elles doivent à nouveau se reconstruire, elles ne peuvent pas travailler, on l'a vu dans votre sujet, pendant 1 an, en réalité elles vont devoir batailler. Il y a d'abord la question de prouver qu'elles étaient vraiment là dans les manifestations, qu'elles ont été parfois même éborgnées, il faut pouvoir justifier qu'elles étaient à ce moment-là face à des forces de l'ordre, et quand on arrive à les croire et qu'elles ont leur statut de réfugié, et ben là c'est une bataille mais ubuesque. On a la bureaucratie administrative qui va en plus venir amener de la victimisation secondaire. Elles vont se battre par exemple pour obtenir le titre de séjour, parce que quand on est réfugié, qu'on a été reconnu comme tel, on a le droit à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans. Mais encore faut-il pouvoir mettre la main dessus, parce qu'aujourd'hui, un des obstacles majeurs, c'est la dématérialisation. Elles ont, ces femmes, subi le pire, elles sont arrivées dans des conditions catastrophiques, ce sont en réalité des guerrières, et elles n'arrivent pas à accéder au guichet du service public pour ne serait-ce que de se faire remettre une carte. C'est ce qui fait qu'ensuite, elles sont prises dans des limbes administratives. Pendant 1 an, elles ne peuvent pas travailler parce qu'elles n'ont pas d'autorisation de travail, et donc en réalité, elles sont dans un sas. Et elles ne peuvent pas accéder à un logement social non plus, parce qu'en l'absence de ce papier... Et donc, c'est vraiment la double peine. Ce processus de serpent qui se mord la queue, vous le décrivez, Najat Vallaud-Belkacem, et vous en témoignez. On peut prendre 2 exemples que vous venez d'évoquer rapidement. Les demandeurs d'asile ici en France, à qui on demande de pouvoir expliquer aux agents de l'OFPRA, donc qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la raison de leur demande en français, n'ont pas accès avant d'obtenir ce fameux statut à ces cours de français qui leur permettrait d'expliquer clairement les raisons de leur demande. C'est ce que le film, par exemple, L'histoire de Souleymane a fait découvrir au grand public il y a quelques mois. Ni accès à des cours de français, ni accès au marché du travail. Et c'est là que le cercle est vicieux. Oui, et ce non-accès au marché du travail pendant trop longtemps. Ils sont supposés, vous le savez bien, pouvoir demander une autorisation de travailler au bout de 6 mois, mais enfin, elle est très rarement donnée, etc. Donc, on va partir du principe qu'en réalité, c'est une fois le statut de réfugié reconnu que les gens accèdent à la fois aux cours de français et au travail, ce qui, en soi, n'est-ce pas, déjà est aberrant, parce que donc ça veut dire que on leur dit allez, maintenant vous pouvez travailler. Ah, dommage, vous parlez pas encore le français. Bon, ça va vous compliquer la tâche. Enfin, tout est aberrant dans cette histoire. Et le fait de les laisser si longtemps en inactivité, mais on sous-estime complètement à quel point ça leur fait perdre des compétences qu'ils avaient, par exemple, parce que souvent on a des gens qui arrivent comme demandeurs d'asile
qui étaient très hautement qualifiés dans leur pays, qui avaient un métier, etc. Pendant 18 mois, 2 ans, vous ne faites plus rien, ça vous fait perdre quand même pas mal de compétences. Et deuxièmement, ça crée des troubles de santé mentale aussi, d'isolement. De personnes qui ont déjà subi par ailleurs la route de l'exil. Exactement. Et tous ces sujets-là, en fait, il ne faudrait pas grand-chose pour les traiter sérieusement. Il faudrait simplement que les pouvoirs publics se disent c'est un investissement. Mais qui me rapportera, c'est évident. Enfin, je veux dire, si vous formez, si vous permettez à des gens, finalement, d'avoir les compétences pour exercer des métiers, j'allais dire, plus qualifiés que simplement d'aller travailler dans le bâtiment, etc., ce qu'on réserve à nombre d'entre eux aujourd'hui, eh bien, vous leur fournirez à la fin des salaires plus élevés, donc ils paieront des cotisations plus importantes, donc tout ça retombe dans la richesse nationale. Faisons de tout cela un investissement plutôt que de laisser des gens finalement devenir des indésirables pour la société qui les voit comme des poids sur le système de protection sociale. Et précisément, vous évoquez un mot régulièrement employé par les responsables politiques est celui de l'intégration. Et tout ce qu'on vient d'évoquer rend plus compliqué encore cette intégration, un éventuel parcours ensuite vers la naturalisation, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs le souhait de tous les réfugiés qui viennent en France. Naturalisation dont le ministre de l'Intérieur actuel a encore durci les conditions d'accès. Donc là encore, on est dans une espèce de serpent qui se mord la queue. Oui, alors ça, c'est une obsession. On a eu beaucoup de ministres de l'Intérieur qui, une fois arrivés, ont voulu durcir les conditions de la naturalisation. Il est vrai aujourd'hui qu'il est plus difficile, d'ailleurs, de pouvoir être naturalisé. Il y a cette idée, au fond, qu'il faudrait pouvoir le mériter, d'avoir la nationalité française. Moi, je me souviens, j'ai été choquée lors du Covid, parce que toute la France n'était pas en télétravail. Les premiers de cordée, pour reprendre une expression, et de corvée surtout, ça avait été les étrangers. Et donc, on avait promis à l'époque, d'ailleurs, une naturalisation facilité. C'était à l'époque la ministre Marlène Schiappa qui avait dit toutes ces personnes qui en réalité étaient les livreurs, qui travaillaient dans les supérettes, les personnes et les femmes souvent aides-soignantes qui étaient dans les EHPAD, à qui finalement on a confié nos aînés, nos enfants, nos assiettes, les personnes qui travaillaient aussi en arrière-boutique ou dans les restaurants. Toutes ces personnes-là, en réalité, on leur avait promis qu'on allait pouvoir, la France allait pouvoir leur donner pour service rendu à la nation la nationalité française. Ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai accompagné un certain nombre de travailleurs. On n'a jamais eu de retour sur ces demandes-là. Donc, il y a vraiment, aujourd'hui, je crois, cette idée que, finalement, les étrangers devraient mériter d'être français, alors que toute la journée, on voit que c'est pas une question de mérite. Ce sont des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez dû en parler, il y a aussi une obsession de la criminalisation autour de la menace à l'ordre public. On va y revenir, oui. Voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et on sait qu'un des critères de la naturalisation, c'est le fait de ne pas avoir d'antécédents judiciaires. Et il y a un certain nombre aujourd'hui, il y a une disproportion avec laquelle on apprécie la menace à l'ordre public. Je vous prends un exemple très concret. Dans les métiers, par exemple, d'agents de sécurité, on sait que 90% des agents de sécurité sont des hommes et souvent issus, par exemple, du Sénégal, du Mali, un certain nombre de ces pays. Aujourd'hui, une personne qui a fait un excès de vitesse, qui va pouvoir passer devant une juridiction pénale de premier ordre et qui va prendre une amende pénale, ça va être inscrit dans un fichier d'antécédents judiciaires et il ne pourra pas prétendre à la nationalité française parce qu'on va considérer qu'il n'est pas de bonne mœurs. On met ça en comparaison avec les infractions qu'ont commis un certain nombre de responsables politiques de premier plan bien sûr. Tous les jours et qui sont condamnés devant les juridictions et qui pourtant non seulement peuvent accéder aux responsabilités politiques suprêmes mais peuvent continuer à représenter les citoyens. Donc il y a vraiment un deux poids deux mesures qui est assez aberrant me semble-t-il. Pour la petite histoire, sachez qu'avec mon équipe ce matin, parce que vous invitez les gens qui vous lisent à faire le livre, à tenter de répondre aux questions qui sont posées aux candidats à la naturalisation, qui ne concernent pas tous les réfugiés, mais donc le questionnaire de culture générale, d'histoire de la France, et sachez qu'on a cuté sur certaines questions. Oui. Voilà. Mais comme nous tous. Voilà. C'est ça le sujet. Pourquoi ce livre maintenant Est-ce que, pardon, je vous interromps juste une seconde, mais je voudrais rebondir sur un propos, parce que c'est très juste et il faut l'avoir en tête. Cette histoire qu'aux étrangers, on entre de plus en plus dans une ère du droit mérité. Ce que Chérine vient de dire. Il faut y faire très attention. Vraiment, j'en appelle à nos concitoyens. Vraiment, il faut comprendre que tout ce qu'on affaiblit
dans le droit des étrangers, un jour ou l'autre, va se transformer en affaiblissement dans le droit des citoyens français. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. On fragilise les plus vulnérables, puis à la fin, évidemment, c'est nos droits universels qu'on atteint. Ça vaut pour le droit des femmes aussi. Exactement. Et donc, si on introduit cette idée de droit mérité, qui est très vrai, dans les faits, moi aussi, c'est ce que je constate. Par exemple, maintenant, il faut limite être un héros, avoir sauvé des enfants c'est la figure des du flammes. bon migrant. Voilà, la figure du très très bon migrant héroïque pour pouvoir un peu plus facilement accéder à la nationalité. Et si on n'a pas commis tout cela, on est regardé avec suspicion. C'est la figure du droit mérité. Eh bien, demain, potentiellement, pour nos autres droits, je ne sais pas, notre droit aux allocations familiales, si vous êtes un parent qui n'a pas suffisamment surveillé les performances éducatives de vos enfants, eh bien, vous n'aurez pas droit à vos allocations familiales. Faites attention à cette remise en cause de l'universalité et de l'inconditionnalité des droits. C'est toujours un préjudice pour nous tous. Pourquoi ce livre, maintenant, il intervient à un moment de l'histoire particulier ? Alors, pour plein de raisons, honnêtement. D'abord parce que au-delà du temps qu'il faut pour le faire. À titre personnel, je trouve ça insupportable, le caractère univoque du débat public sur ces sujets-là, les migrants, comme on disait très rapidement tout à l'heure. Des idées reçues, des cadres de pensée se sont installés depuis une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant, qui ne sont plus interrogés par beaucoup de gens. Par exemple, ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant est-ce que la criminalité a un rapport avec l'immigration, les réfugiés, etc. Dans le débat public, les populistes ont réussi ce tour de force de mettre un signe égal entre étrangers et criminels. Ça ne correspond à rien. Toutes les recherches qui ont été menées sur le sujet ont documenté le fait qu'il n'y avait absolument aucun lien. Simplement, là où le lien existe, c'est que comme il y a une surmédiatisation évidemment des crimes commis par des gens à consonance étrangère, dont le nom est à consonance étrangère, alors on croit que les crimes n'arrivent que quand ils sont commis par cela. Sauf que à chaque fois que l'expérience a été faite de donner systématiquement les noms de chacun des criminels, on se rend compte qu'en fait c'est complètement équilibré et qu'il n'y a pas d'impact particulier. Je vous cite une phrase du président Macron, 2022, « La délinquance qui agit à Paris est en majorité le fait d'étrangers ». C'était des propos. Mais c'est terrifiant. Comment un président de la République peut dire ça ? Mais comment je ne comprends même pas, en fait. Vraiment, on est entré dans une ère, c'est pas simplement de non-prise en compte de la science et de la raison, c'est de grands divorces avec la science et la raison. D'ailleurs, ce que nous disons dans notre livre avec l'économiste Benjamin Michalet, c'est qu'en France, nous souffrons cruellement de l'absence de recherche menée sur tous ces sujets-là, qui permettraient de répondre à toutes les tensions autour de l'immigration, avec les données des administrations publiques. Parce qu'il y a un tabou, il y a un déni, c'est quoi ? Parce que d'abord, le sujet migratoire dépend pour l'essentiel, comme vous le savez, du ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas logique du tout. Si on parle d'intégration, en quoi le ministère de l'Intérieur est compétent, etc., etc. Donc, il dépend du seul ministère de l'Intérieur. Or, le ministère de l'Intérieur a une culture du secret. Il n'est pas du tout ouvert à ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire la mise à disposition des chercheurs de ces données pour que ces derniers puissent finalement établir des évaluations, des recherches, répondre à des questions comme celles que vous vous posez. Est-ce que c'est utile à la croissance économique qu'on en reçoive plus? Est-ce que ça aide le marché du travail? Est-ce que ça fait augmenter les salaires des locaux ou ça les fait baisser? Toutes ces questions-là peuvent trouver réponse grâce à la recherche, mais l'administration publique ne fournit pas ces données. Et donc, notre livre, on ne l'a écrit qu'en allant chercher de la recherche dans tous les pays du monde, en fait, en gros, où c'est possible. Et on a trouvé des choses incroyables, qui vont très, très loin et qui, même, j'allais dire, évaluent les impacts de l'accueil qu'on a fait aux réfugiés au début, en termes d'apprentissage de la langue, d'accès au marché du travail, sur leurs enfants nés des années après. Ce genre de choses, pourquoi nous, on ne les a pas? Et sur la question de la criminalité, je renvoie à un des exemples que vous prenez dans le livre, qui est une étude menée en Turquie qui montre, mais ça vaut pour la Turquie, vous avez l'honnêteté intellectuelle de dire que ce n'est pas nécessairement parce que c'est le cas en Turquie que c'est le cas ailleurs, mais qu'en Turquie, en l'occurrence, l'arrivée de personnes étrangères n'a pas fait augmenter la criminalité. Mais je voudrais qu'on revienne sur le moment qu'on vit en ce moment. Chirine Ardakani, on a vécu 2 moments migratoires majeurs ici en Europe ces 10 dernières années. Ce qu'on a appelé, je le mets entre guillemets parce que le mot a un sens, la crise des réfugiés syriens, 2015. Et il y a quelques années maintenant, malheureusement, celle de l'arrivée des réfugiés ukrainiens. On n'a pas utilisé au moment de l'arrivée des 4 millions d'Ukrainiens en Europe le mot crise. Qu'est-ce que ça a dit ?
Mais ce que ça dit, c'est qu'en réalité, encore une fois, la figure de l'étranger est un peu le bouc émissaire des désordres du monde. Mais les désordres du monde, ils sont causés par des politiques et plus particulièrement par la guerre. Et la guerre, ce sont des gens qui les mènent de la même façon que ce qu'ils fuient, c'est des dictatures. La crise des Syriens, en réalité, c'est pas tellement la crise des Syriens en 2015 que la dictature de Bachar al-Assad qui a amené à une répression extrêmement sanglante, en réalité, d'un certain nombre de civils. Et à un moment donné, ça renvoie aussi à notre capacité, notre société, nos dirigeants et ce qu'on accepte aussi de ces désordres du monde et de la capacité que le droit international soit respecté en tout lieu, ce qui permettrait du coup de protéger des populations face à des tyrans. Un mot peut-être sur la logique qui préside au départ, on l'a dit tout à l'heure. En réalité, il y a toujours un lien entre la façon dont dans les débats publics, dans les sociétés démocratiques, on va stigmatiser et déshumaniser les étrangers et les réfugiés. Hannah Arendt en parlait très bien. Elle disait finalement au sujet des réfugiés, l'apatride, l'homme inutile dont personne ne veut. C'est ça dont elle parlait quand elle parle d'ailleurs des origines du totalitarisme. Il y a un lien de causalité entre la stigmatisation de la figure du réfugié, la montée de la guerre et en réalité des autoritarismes. On voit d'ailleurs comment est-ce que Trump, à l'heure où on se parle, hier, a annoncé qu'il allait prendre un décret de nouveau contre un certain nombre de ressortissants de nationalité dont il ne veut pas. Je connais bien ce cas-là. Khamenei en Iran, quand il était au plus fort de la répression du peuple iranien, il a fait une subtile diversion contre les réfugiés afghans en disant que tout était la faute des réfugiés afghans. À l'heure où on se parle aussi, et sans parler du conflit israélo-palestinien, mais il faut quand même parler des attaques dont Netanyahou contre l'Office des réfugiés palestiniens en expliquant que c'était des animaux humains et qu'ils allaient avoir le sort qu'on leur réserve. Donc il y a toujours un lien entre la déshumanisation véritablement de la figure de l'étranger et du réfugié et ce qui arrive derrière, c'est-à-dire justifier la guerre et justifier en réalité le fait de priver des gens de leurs droits fondamentaux. D'ailleurs, pour la petite histoire, Donald Trump qui a pris ce travel ban a justifié sa décision par les attaques qu'il y a eu dans le Colorado la semaine dernière contre une manifestation pro-israélienne, l'assaillant présumé étant égyptien et l'Égypte ne fait pas partie de la liste des pays qui sera privé de visa. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à ce que ces deux moments migratoires nous ont enseigné, vous le racontez dans ce livre, on a beaucoup dit que le traitement n'avait pas été le même entre les Syriens et les Ukrainiens, pour faire vite. En revanche, ce que l'arrivée des Ukrainiens a montré, si on prend le verre à moitié plein, c'est que l'Europe sait faire. Elle sait accueillir comme elle le devrait. Oui, c'est ça. Il faut rappeler à vos téléspectateurs qu'au moment de l'arrivée des Ukrainiens a été activée enfin une directive européenne qui s'appelle la directive protection temporaire, qui est un texte qui existait depuis des années, mais qui était resté lettre morte. Et en l'activant, en réalité, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que les Ukrainiens qui arrivaient... D'abord, ils avaient le choix du pays où ils voulaient aller. C'est incroyable, confère ce que je vous disais en début d'interview, c'est-à-dire qu'en fait, jamais aux demandeurs d'asile, on ne laisse la possibilité de choisir le pays où ils veulent aller. Aujourd'hui, la règle, c'est on dépose sa demande dans le pays dans lequel on est arrivé. Exactement, dans le premier pays d'entrée, c'est ça la formule. La règle de Dublin. Et le protocole de Dublin en question, il crée mais vraiment des complications absolument monstrueuses et il ajoute du malheur au malheur, puisque en fait, par exemple, imaginons un demandeur d'asile qui arrive par l'Italie, mais qui rejoint la France parce qu'il pense que c'est là qu'il sera mieux accueilli, etc. La vérité, c'est que protocole de Dublin oblige, les autorités françaises vont lui dire, ben non, en fait, il fallait déposer votre demande dans le premier pays d'entrée, donc vous savez quoi, on vous laisse à la rue. Et donc, voilà comment on crée les gens sous les tentes Porte de la Chapelle, par exemple. Les Dublinés, qui sont en suspens, administrativement, ils n'existent pas, sauf qu'ils sont bien là, etc. Donc, pauvreté, / possible délinquance, etc., etc. Et s'agissant des Ukrainiens, oui, on a trouvé l'intelligence de comprendre que leur laisser la possibilité de choisir un pays dans lequel ils avaient un peu plus d'affinité, etc., etc., ça allait aider tout le monde. Donc, du coup, il y a une espèce de fluidité de tout cela. On en a accueilli 4 millions. Sur le continent européen, 4 millions, qui ont eu la possibilité, dès leur arrivée sur le territoire, d'être accueillis par des agents à la fois, évidemment, pour faciliter leur dossier administratif, mais aussi de l'allocation des allocations familiales, de l'inscription de leurs enfants à l'école, de l'apprentissage du français, des soins, etc., etc. Donc tout ça, c'est organisé d'une façon complètement anticipée, carrée, avec tous les acteurs sur le qui-vive. Et à la fin des fins, personne
personne n'a ressenti leur arrivée comme une crise. Au contraire, il y a eu un mouvement d'hébergement citoyen, il y a eu des reportages extrêmement valorisants dans les médias. Tout le monde se sentait bien. En fait, on se sent bien humainement, vraiment, quand on traite les gens dignement. Et si on avait fait ça avec les Syriens, Angela Merkel l'a fait. Il faut se souvenir que les Syriens, ils étaient 1,5 million à comparer avec les 4 millions d'Ukrainiens. Quand ils sont arrivés en Europe, Angela Merkel en a pris quasiment 1 million. Donc Angela Merkel l'a plutôt bien fait. Les autres pays, en se comportant de façon aussi peu coopérative, restrictive, ont installé l'idée d'une crise. Et du coup, dans les opinions publiques, ça a eu l'impact qu'on sait. Et d'ailleurs, la récente chute de Bachar el-Assad a fait peut-être réaliser à certains, avec l'ouverture des prisons, notamment ce qu'il fuyait. Votre livre contrecarre beaucoup d'idées reçues. On en a évoqué certaines, notamment donc la question sécuritaire, culturelle, mais c'est un vaste sujet. Le poids que ces réfugiés feraient peser économique, que ces réfugiés feraient peser sur nos sociétés. Que disent en réalité les chiffres sur que ces réfugiés feraient concurrence aux Français, par exemple, sur le marché du travail? Je vous vois hausser les yeux au ciel, Chérine Ardagani. Oui, écoutez, il y a un coût aujourd'hui de la répression des étrangers. Moi, je le vois tous les jours dans mon quotidien. J'assiste, par exemple, les étrangers qui sont enfermés dans les centres de rétention administrative. Il faut, pour reprendre la formule consacrée, un pognon de dingue pour pouvoir construire des centres de rétention administrative, pour pouvoir équiper la police aux frontières qui escorte et qui garde les étrangers, pour pouvoir les juger. On a une justice qui est déjà en peine de moyens. Il y a des juges des libertés de la détention qui, toute la journée, vont devoir statuer sur le contentieux des étrangers. On a des tribunaux administratifs qui sont aujourd'hui en état d'embolie parce que les préfectures qui doivent statuer sur les demandes de titre de séjour, par exemple, eh bien, ne respectent pas les droits fondamentaux des étrangers, et ça amène à saturer à nouveau le service public de la justice. Donc tout ça a un coût, évidemment, pour les finances publiques, et on en parle très peu. On parle toujours du coût de l'immigration, mais on ne parle pas du coût et des moyens qui sont dépensés pour aller traquer les étrangers. Si en réalité on ne s'acharne pas tant... Il faut que ce système existe quand même. Écoutez, moi je pose la question, est-ce que véritablement on considère que notre justice, ou en tout cas notre droit, doit criminaliser le fait de ne pas avoir de papier? Vraiment, je pose la question. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que politiquement, moralement, le fait de n'avoir commis d'autres crimes que de ne pas être né du bon côté en réalité d'une frontière, est-ce que ça est-ce que moralement c'est quelque chose qui doit être réprimé? J'ouvre le débat, et moi je suis tout à fait à l'aise avec l'idée de dire que non, je ne crois pas que ça devrait être le souci majeur d'une société. Alors qu'il y ait des lois sur le droit et le séjour, évidemment, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais est-ce que nos moyens de la justice pénale, on sait qu'il y a aujourd'hui d'autres soucis. On parle par exemple des violences qui sont faites aux femmes, voilà, je crois que ça devrait peut-être plus mobiliser nos services de police et de justice que la traque des vendeurs à la sauvette, là, parfois qu'on peut voir qui sont sans papier, voilà, qui, je crois, n'agressent personne. Là, c'est une question intéressante. Est-ce que le fait d'avoir sans papier est moralement un délit? C'est une question intéressante. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Espagne, le gouvernement espagnol vient d'annoncer que dans les 3 ans qu'ils viennent, ils vont régulariser 300 000 personnes par an, donc 900 000 en 3 ans. L'Espagne a un taux de croissance insolent qui fait pâlir d'envie ses voisins européens. Vous prenez même un pays comme l'Italie, que franchement, c'est pas exactement mon modèle, Giorgia Meloni, qui a des discours insupportables sur plein de sujets, mais en fait, elle a régularisé 400 000 personnes. En fait, il y a un moment où on se dit, mais en effet, plutôt que d'emboliser nos tribunaux, de créer autant d'ajouter du malheur au malheur en permanence, etc., c'est dans notre intérêt économique que de régulariser des gens qui sont de toute façon sur le territoire, qui y travaillent généralement, mais simplement ils travaillent au noir, etc., etc. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser, arrêter de faire de ce sujet un sujet de polémique? C'est pour ça qu'on a besoin d'évaluation de politique publique, c'est pour ça qu'on a besoin de la recherche et de la science, et aller peser le pour et le contre, et finalement prendre la décision qui ira le plus dans l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens et de notre collectivité. Le problème, pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que le sujet de l'étranger, c'était un peu votre introduction, est devenu un filon tellement confortable d'instrumentalisation permanente.
aux mains d'un certain nombre de responsables politiques pour se dédouaner de leur impuissance à agir sur les vrais sujets sur lesquels on les attend. Et on évoquait la Grèce antique et cette figure du pharmacone au début de l'émission, considérer que la société, que le groupe irait mieux si on excluait l'un d'entre eux auquel on ferait porter tous les maux. J'allais dire, malheureusement, c'est vieux comme le monde. En quoi les choses ont changé aujourd'hui et en quoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malheureusement viscéralement humain, inhumain en l'occurrence, mais qui est propre à l'homme, c'est ça que je veux dire. Moi, je pense, vous connaissez mon engagement féministe, mais je pense que c'est justement cette conception viriliste du pouvoir qui ne se conçoit que dans l'exclusion, dans la concurrence jusqu'au bout, la compétition jusqu'à la mort, etc. C'est tout ça qui ne va pas, en fait. C'est ça qu'il faut changer. Enfin, je pense que quand même, là où ça nous a menés à l'échelle du monde, c'est-à-dire le retour des conflits comme jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un monde confronté à un changement climatique absolument pas pris en compte à la mesure qu'il faudrait, etc. Enfin, je veux dire, c'est cet exercice viriliste du pouvoir qui ne va pas. Et aujourd'hui, il faut changer cela. Non, on n'est pas obligé de trouver un étranger à exclure pour assainir la communauté nationale. C'est pas vrai, en fait. Je pense que on a une facilité à épouser ce genre de discours dans un monde où les réseaux sociaux, la mécanique médiatique fait que c'est les discours de haine qui sont beaucoup plus viraux, beaucoup plus valorisés, mais qu'on n'est pas obligé d'y céder. Et en fait, on en appelle à la raison des citoyens dans ce livre en disant, voilà, de quoi juger par vous-même. Vous savez, votre intérêt n'est pas forcément là où on vous dit. D'autant que du point de vue de ceux qui prônent l'exclusion et qui sont aussi, d'ailleurs, vous le rappelez, les mêmes que ceux qui sont contre l'aide au développement des pays duquel sont issus une partie de ces gens qui fuient leur pays, les choses, donc de leur point de vue, ne vont pas aller en s'améliorant. Le climat et le dérèglement climatique étant ce qu'il est, on va avoir de plus en plus dans nos sociétés, au-delà du fait qu'il y a une réalité qui est que ces gens sont effectivement déjà là, il va y avoir de plus en plus de réfugiés, notamment climatiques. Donc il va bien falloir effectivement qu'on fasse face collectivement. Oui, tout à fait. Et en même temps, pour revenir à ce que disait Madame la Ministre, est-ce que c'est des hommes qui pensent ces idées d'exclusion, de racisme, de xénophobie ? Moi, je crois qu'il y a une construction aujourd'hui sociale de la figure de l'étranger criminel, de l'étranger voleur. D'ailleurs, les tribunaux ont condamné un certain nombre de responsables politiques d'extrême droite qui avaient assimilé, par exemple, des mineurs isolés étrangers à des violeurs, à des agresseurs. Je crois que ce sont davantage des idées qui prospèrent parce qu'il y a des forces aujourd'hui politiques qui utilisent et instrumentalisent cette question, justement, des étrangers pour pouvoir faire leur beurre, en réalité. Donc, il y a une instrumentalisation, évidemment, essentielle, mais qui contraste, et je reste quand même optimiste pour répondre, et peut-être en point final à votre question, je reste optimiste parce que je vous fais une petite confidence. Je parlais avec un sous-préfet. Alors, il se trouve que parfois, quand on est avocate en droit des étrangers, on combat évidemment la préfecture, mais on peut aussi recueillir des confidences qui me disaient, mais vous savez, Maître Adakani, quand je suis allée à la boulangerie, je ne me rendais pas compte, mais en réalité, la personne qui me servait tous les matins ma baguette de pain, en fait, était une travailleuse étrangère sans papier. Je l'ai su bien plus tard, alors que toute la journée, le sous-préfet, évidemment, il signe des arrêtés portant obligation de quitter le territoire ou des interdictions de retour, etc. De la même façon, j'ai un magistrat... Est-ce qu'il faisait un distinguo entre cette personne qui servait à la boulangerie ? Dans sa vie de tous les jours, non. Et puis, son regard a changé. De la même façon, un jour, j'ai un magistrat du tribunal administratif qui rendait des décisions toute la journée, qui statuait justement sur des demandes et des requêtes d'étrangers, qui disait, mais en fait, la personne qui faisait le ménage dans le tribunal administratif, eh bien, j'ai appris plus tard qu'elle n'avait pas de titre de séjour ni de... Donc, en réalité, il y a un fantasme généralisé, mais toute la journée, on rencontre, parce que ce sont des personnes, eh bien, qui, encore une fois, je l'ai dit, s'occupent de nos enfants. Les nourrices qui s'occupent de nos enfants, bien souvent, c'est le cas, elles n'ont pas de titre de séjour. Les personnes à qui on confie nos assiettes qui sont dans les restaurants, là encore, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, donc qui construisent nos maisons. Donc, il y a cette espèce de dichotomie absolue
et de dissonance cognitive entre la réalité de ce que les étrangers, même sans papier, comme on dit, font dans la société et le regard qu'on pose sur eux. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes bien sûr une femme politique. On a évoqué l'arc droite de l'échiquier ici en France qui instrumentalise, dites-vous, ce sujet. Il y a ceux qui évitent ce sujet. Écrivez-vous, message envoyé à qui et pour susciter quoi ? Message envoyé aux partis humanistes, évidemment la gauche, le centre aussi. Quand je dis qu'il l'évite, c'est que force est de constater qu'en fait, ils ne parlent que très rarement d'immigration. Ils n'en parlent que sur la défensive. Ils attendent d'une certaine façon que les horreurs proférées à l'extrême droite, voire à droite, soient tellement folles que du coup, ils montent en défense pour dire mais ça suffit, arrêtez d'être xénophobe, raciste, etc. Mais c'est très rare qu'on les entende en parler d'abord positivement, en valorisant les choses. Par exemple, c'est une chance pour notre pays d'attirer encore des étudiants étrangers. La vérité, c'est qu'on en attire moins que par le passé. Mais c'est une chance quand même pour notre recherche, pour notre capacité d'innovation, pour notre rayonnement à l'international. On n'en entend jamais parler dans ces partis-là, je ne comprends pas. C'est une chance pour notre pays de trouver dans l'immigration de travail la possibilité de équilibrer ses comptes en matière de protection sociale. Vous comprenez bien que si on veut maintenir le même niveau de pension de retraite aujourd'hui, compte tenu de la baisse du nombre des actifs français, on est obligé d'avoir des actifs immigrés pour maintenir ce niveau de pension de retraite. Sans parler des métiers en tension. Sans parler des métiers en tension, etc. Donc, en fait, il faut en parler de tout ça, il faut le valoriser, il faut raconter ce qui se passe pour ces étrangers qui arrivent, comment ça fonctionne, comment ils travaillent comme des fous. Moi, je les vois tous travailler comme des fous, les étrangers. Il y a un monde parallèle qui est dressé dans les médias où on a l'impression qu'ils ne sont là que pour être assistés, etc. Mais ça va pas ou quoi ? Mais vous prenez jamais de taxi, vous voyez jamais, en effet, dans les restaurants, etc. Enfin, partout, vous voyez bien qui travaille. Ces gens sont désireux comme pas possible de travailler. Ils font des heures et des heures et des heures. C'est une chance d'avoir quand même tout ça. Donc, on n'en parle pas positivement et on ne défend pas non plus beaucoup spontanément le droit d'asile. Un peu comme si c'était un truc qui nous est imposé par les textes internationaux. Bon, il faut faire avec. Mais pardon, mais le droit d'asile, ça fait partie de l'identité française. C'est dans l'ADN français. La Constitution de 1793 disait même « le peuple français octroie asile à ceux qui fuient pour la liberté ». Et ça, on finit par l'oublier. On se dit qu'il faut faire avec, mais bon, c'est pas très plaisant. Non, c'est plaisant d'être humain, d'accueillir dignement, d'être à la hauteur. Voilà, le gros mot humanité aura été prononcé sur ce plateau. 130 000 demandes par an, en tout cas en 2024. Moins de la moitié avait été acceptée en première instance. Je ne sais pas si c'est le terme technique, mais disons en première intention. Preuve qu'effectivement, on n'est pas non plus sur des chiffres sidéraux. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir participé à cette discussion. Najat Vallaud-Belkacem, on vous lit dans Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas, qui est sorti chez Stock, coécrit avec Benjamin Michalet. Chérine Nardakani, merci infiniment. À très bientôt. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.